Mes mains tremblaient en lisant les mots dans le journal de mon mari. Éléonore, si tu lis ceci, méfie-toi de Julien. Notre fils essaie de m'empoisonner. Mais comment cela pouvait-il être possible? Julien était notre fils unique. Notre fierté et notre joie depuis 45 ans, et Robert était mort d'une insuffisance cardiaque, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais imaginé qu'à 72 ans, je deviendrais une détective enquêtant sur la mort de mon mari et la conspiration de mon propre fils. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez. Les bougies de Noël vacillaient contre les fenêtres givrées de notre maison de 30 ans. La table de la salle à manger que j'avais si soigneusement dressée restait intacte, la dinde rôtie, refroidissant. La sauce aux érelles se figeait dans son plat en cristal. La tarte aux noix de pécan préférée de Robert trônait au centre, comme elle l'avait fait pour les 50 derniers Noëls que nous avions partagés. Sauf que cette année, sa chaise était vide. Je jetai un coup d'œil à mon téléphone pour la 20e fois de la soirée. Aucun nouveau message. Julien et sa femme Vanessa avaient promis d'essayer de venir. J'avais appelé 2 semaines plus tôt, la voix nouée en leur adressant l'invitation. Julien, cela signifierait tellement si Vanessa et toi pouviez venir pour le dîner de Noël. La maison est si silencieuse sans ton père. Il y avait eu une pause à l'autre bout du fil, suivie de la voix distraite de Julien. On verra, maman. Les parents de Vanessa nous ont invités aussi. En arrière-plan, j'entendais Vanessa dire quelque chose, sa voix étouffée. Mais je m'étais accrochée à ce « on verra » comme à une bouée de sauvetage. Mon fils unique n'allait sûrement pas me laisser seule pour mon premier Noël sans Robert. Je n'ai pas toujours été si désespérée pour attirer l'attention de mon fils. Il fut un temps où j'avais ma propre identité, au-delà d'être la mère de Julien. En tant qu'infirmière en cardiologie à l'hôpital Saint-Louis, j'avais sauvé des vies. Encadrée de jeunes infirmières, j'étais respectée pour mon expertise. Mais j'avais tout mis de côté à la naissance de Julien. Et puis, encore, lorsque l'entreprise pharmaceutique de Robert a commencé à prendre de l'expansion. Il fallait quelqu'un pour gérer notre foyer, pour être là quand Julien rentrait de l'école, pour organiser les dîners cruciaux pour les relations d'affaires de Robert. Je n'ai jamais regretté ces choix, pas vraiment. Mais assise seule à notre table de salle à manger le soir de Noël, je me demandais si je n'avais pas trop donné de moi-même. L'horloge sonna 20 heures. Les bougies s'étaient consumées de moitié. La porcelaine de grande occasion, le service que Robert m'avait offert pour notre 25e anniversaire, brillait sous la douce lumière. Puis mon téléphone vibra. Je l'attrapai, l'espoir s'enflammant momentanément dans ma poitrine. C'était un SMS de Julien. « Désolée, maman. On passe Noël chez les parents de Vanessa. Peut-être l'année prochaine. » Pas de « Joyeux Noël ». Pas d'explication. Juste ça. Je posai le téléphone, les lèvres serrées pour retenir les larmes qui menaçaient de couler. Il ne s'agissait pas du repas. Il ne s'agissait même pas de Noël. Il s'agissait d'être vu, de compter pour quelqu'un. En fixant la chaise vide de Robert, les souvenirs affluèrent. Pas seulement ceux de mon mari, mais aussi ceux de Julien enfant, le gentil garçon qui me fabriquait autrefois des cartes de fête des mères à la main. L'adolescent qui devenait de plus en plus distant à mesure que Robert le poussait vers l'excellence académique. Les dîners de famille tendus où Julien et Robert se disputaient à propos de l'entreprise familiale. Avais-je été aveugle à ce qui se passait entre eux? Dans les derniers mois de la vie de Robert, il avait semblé troublé, distant. J'avais attribué cela à l'aggravation de son état cardiaque. Mais maintenant, je me demandais s'il n'y avait pas eu autre chose. Quand j'ai posé mon téléphone, une pensée terrifiante m'a traversé l'esprit.
Était-ce la première fois que Julien me traitait de cette façon? Ou avais-je ignoré les signes pendant des années? Plus tard dans la nuit, je me suis retrouvée à dériver vers le bureau de Robert. Je n'y avais pas mis les pieds depuis les funérailles, il y a 3 mois. La pièce sentait encore faiblement son eau de Cologne, du bois de santal avec une pointe d'agrumes. Ses lunettes de lecture étaient pliées sur le bureau, un marque-page indiquant encore sa place dans une histoire de la médecine moderne. J'ai passé mes doigts sur la surface polie de son bureau en acajou, me souvenant comment il s'asseyait ici tard dans la nuit, examinant des documents de recherche ou des rapports financiers. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Un petit tiroir que je ne me souvenais pas avoir vu auparavant. Il avait une minuscule serrure en laiton. Les clés de Robert étaient toujours accrochées au crochet près de la porte. D'une main tremblante, je les ai toutes essayées jusqu'à ce que finalement la serrure s'ouvre avec un déclic. À l'intérieur se trouvait une enveloppe scellée portant la mention « Pour Éléonore ». À n'ouvrir que si tu es seul. L'enveloppe semblait lourde dans mes mains. J'ai soigneusement brisé le sceau et déplié la lettre à l'intérieur. Ma très chère Éléonore, si tu lis ceci, alors je suis partie. Et je suis profondément désolée de te laisser affronter le monde seul. Mais je ne pouvais pas partir sans t'offrir un sanctuaire, un endroit où Julien ne peut pas t'atteindre. Il y a une ferme à Clair-Ruisseau, à environ 2 heures au nord. Je l'ai achetée en ton nom seul et j'ai établi une fiducie privée que personne, pas même Julien, ne peut toucher. La clé est dans cette enveloppe, avec l'adresse et les documents nécessaires. Tu as donné toute ta vie aux autres. Il est temps que tu te mettes en premier. Vas-y quand tu seras prête. À l'intérieur de cette maison, il y a tout ce dont tu auras besoin pour recommencer, si tu le souhaites. Il y a aussi autre chose que tu dois savoir. Je tiens un journal de mes soupçons. Tu le trouveras dans le tiroir du bas verrouillé de ce bureau. La clé est collée au dos de notre photo de mariage sur ma table de chevet. J'espère que tu ne te sentiras jamais aussi seul que tu dois te sentir en ce moment. Mon amour, tu mérites mieux. Toujours à toi, Robert. J'ai lu la lettre 2 fois, mes yeux s'emplissant de larmes. Une ferme, une fiducie à mon nom, et quels soupçons Robert avait-il documentés? Je suis allée dans notre chambre et j'ai trouvé la clé exactement là où il avait dit qu'elle serait. Quand je suis retournée au bureau et que j'ai ouvert le tiroir du bas, j'ai trouvé un journal relié en cuir. La première entrée était datée de 6 mois avant la mort de Robert, le 15 juin. Mes symptômes cardiaques se sont considérablement aggravés ce dernier mois. Le docteur Mercier semble perplexe. Il dit que la progression ne correspond pas à mes antécédents médicaux. Il a mentionné que cela pourrait être une réaction à mes médicaments. J'ai commencé à me demander s'il y a plus que des causes naturelles à cela. 28 juin. J'ai surpris Julien et Vanessa se disputant encore à propos d'argent. J'ai saisi les phrases « Quand le vieil homme mourra » et « Notre héritage ». Éléonore ne sait pas pour le détournement de fonds de Julien de l'entreprise l'année dernière. J'ai tout couvert pour la protéger de la vérité sur notre fils. C'était peut-être une erreur. 10 juillet. J'ai commencé à remarquer un léger goût amer dans mes médicaments du soir. J'ai fait semblant de les prendre, puis je les ai jetés. Mes symptômes se sont légèrement améliorés. J'ai gardé des échantillons pour les faire analyser discrètement. Les entrées continuaient, chacune plus troublante que la précédente. Robert avait commencé à soupçonner que Julien, ou peut-être Vanessa, falsifiait ses médicaments pour le cœur. Il avait même consulté un toxicologue privé qui avait trouvé des traces d'un composé qui aggraverait son état cardiaque avec le temps. La dernière entrée était datée de seulement 3 jours avant sa mort. 2 décembre. La fiducie pour Éléonore est finalisée. La ferme est prête. J'ai demandé à Angèle de veiller sur Éléonore si quelque chose m'arrivait. Je devrais tout dire à Éléonore
Mais je ne supporte pas de détruire sa relation avec Julien. Peut-être suis-je un lâche. Ou peut-être que j'essaie de la protéger une dernière fois. Si je me trompe sur tout ça, elle n'aura jamais besoin de savoir. Mais si j'ai raison? L'entrée s'arrêtait là. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le journal. Je repensais aux derniers jours de Robert. Comment il avait insisté pour prendre ses médicaments lui-même. Comment il avait semblé s'améliorer légèrement avant la crise cardiaque soudaine qui l'a emporté. Je me suis précipitée dans notre salle de bain et j'ai ouvert l'armoire à pharmacie. Les médicaments pour le cœur de Robert étaient toujours là. Je n'avais pas encore pu m'en débarrasser. J'ai examiné les pilules de près sous la lumière vive de la salle de bain. Elles semblaient normales. Mais quand je les ai reniflées, il y avait une faible odeur amère qui n'aurait pas dû être présente. Mais quand j'ai ouvert le pilulier de Robert, ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Ce n'étaient pas les médicaments pour le cœur que le docteur Mercier avait prescrits à mon mari. Le lendemain matin, j'ai fait une petite valise. J'y ai mis l'essentiel, le journal de Robert et les médicaments suspects, scellés dans un sac en plastique. En fermant la porte de notre chambre, j'ai aperçu une photo de famille sur la commode, la remise de diplôme de Julien. Robert se tenait fier dans son costume sur mesure, la main sur l'épaule de Julien. J'étais rayonnante à côté d'eux, le cœur plein d'espoir pour l'avenir de notre fils. Qu'était-il arrivé à ce jeune homme aux yeux brillants? Quand l'argent et le statut étaient-ils devenus plus importants que la famille? Le trajet jusqu'à Claire-Ruisseau a duré un peu plus de 2 heures, alors que le paysage passait des rues de banlieue à des collines ondulantes parsemées de conifères. Mon esprit était assailli de questions. Est-ce que je surréagissais? Pouvait-il y avoir une explication innocente à tout cela? Pourtant, chaque fois que ces doutes surgissaient, je me souvenais de la nature méticuleuse de Robert. Il n'aurait jamais porté de telles accusations sans preuve substantielle, et les médicaments altérés étaient quelque chose que j'avais vu de mes propres yeux. Le GPS annonça mon arrivée alors que je tournais sur un chemin de gravier bordé de vieux érables. Au bout se trouvait une charmante ferme de 2 étages, avec un bardage blanc et des volets verts. Un porche enveloppant entourait la structure comme des bras accueillants. La neige recouvrait les champs environnants, immaculés et intacts. C'était si calme que je pouvais entendre le léger tic-tac du moteur de la voiture qui refroidissait quand je l'ai éteint. La clé en laiton glissa parfaitement dans la serrure, avec un léger déclic. La porte s'ouvrit pour révéler un intérieur chaleureux et accueillant. Quelqu'un était venu récemment. La maison était chauffée et il y avait des fleurs fraîches sur la table de l'entrée. Une note était posée contre le vase. « Bienvenue chez vous, Éléonore. J'ai stocké les produits de base dans la cuisine. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Angèle. » Qui était Angèle? Le nom me semblait vaguement familier, mais je ne pouvais pas le situer. J'ai exploré la maison, le cœur serré à chaque découverte. Robert avait pensé à tout. Le salon comportait des meubles confortables disposés autour d'une cheminée en pierre de rivière. Les étagères contenaient beaucoup de mes romans préférés. La cuisine était équipée d'ustensiles de haute qualité, y compris la marque de casseroles en cuivre que j'avais toujours admirée mais considérée comme trop extravagante. À l'étage, la chambre principale m'a coupé le souffle. Un grand lit faisait face à de grandes fenêtres, donnant sur la prairie enneigée. La salle de bain attenante avait une baignoire sur pied, positionnée pour profiter de la même vue. Mais c'est la 3e chambre qui m'a vraiment surprise. Robert l'avait transformée en une petite salle médicale, complète avec une table d'examen de qualité hospitalière, des armoires de fournitures et du matériel moderne. C'était comme s'il savait que je pourrais vouloir pratiquer à nouveau les soins infirmiers. Les larmes me montèrent aux yeux. Même dans la mort, Robert prenait soin de moi, m'encourageant à récupérer des parties de moi-même que j'avais mises de côté. En redescendant, j'ai remarqué une porte que j'avais manquée.
Elle menait à un bureau à domicile, avec un bureau, un ordinateur et des classeurs. Sur le bureau se trouvait une photographie encadrée de Robert avec une femme d'une quarantaine d'années. Je ne la reconnaissais pas, mais ils semblaient à l'aise ensemble, souriant à l'appareil photo. À côté de la photo se trouvait une note manuscrite. « Appelle Angèle. Elle sait tout. » Mon cœur faillit s'arrêter. Était-ce l'Angèle qui avait laissé la note de bienvenue? Quelle était sa relation avec Robert? Juste à ce moment-là, mon téléphone sonna, me surprenant dans la maison silencieuse. Le nom de Julien s'afficha à l'écran. « Maman, où es-tu » Sa voix semblait irritée. « Je suis passée à la maison et tu n'es pas là. » J'avais besoin de prendre un peu de recul, dis-je prudemment. Pour réfléchir? Tu aurais dû me le dire. J'étais inquiet. L'inquiétude dans sa voix semblait presque sincère. L'étais-tu? Je ne pus m'empêcher de laisser paraître une pointe d'amertume dans ma voix. Tu ne semblais pas inquiet hier soir quand tu as annulé le dîner de Noël? Une pause. Ce n'est pas juste, maman. Les parents de Vanessa avaient prévu leur dîner depuis des semaines. Et j'avais prévu le mien depuis des semaines aussi, Julien. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas immédiatement excusée d'avoir exprimé ma déception. Écoute, nous devons parler de la succession de papa. Il y a des papiers que tu dois signer. Je peux t'aider à tout gérer. Un frisson me parcourut en me rappelant les entrées du journal de Robert. Quel papier, exactement? Juste des formulaires de procuration standard. Tu ne devrais pas avoir à te soucier des questions financières à ton âge. À mon âge, comme si avoir 72 ans me rendait incapable de gérer mes propres affaires. L'Éléonore d'hier aurait peut-être acquiescé, mais aujourd'hui, avec les avertissements de Robert Fray dans mon esprit, je sentis une détermination d'acier se former. Je suis parfaitement capable de gérer mes propres finances, Julien. Je l'ai toujours été. Ne sois pas difficile, maman. Papa aurait voulu que les choses soient gérées correctement. Oui, dis-je doucement. Je crois qu'il l'aurait voulu. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de colère. Depuis combien de temps Julien préparait-il cela? Depuis combien de temps me voyait-il comme rien de plus qu'un obstacle à son héritage? Je suis allée à la cuisine et j'ai trouvé le numéro de téléphone d'Angèle sur une liste près du réfrigérateur. Prenant une profonde inspiration, j'ai composé le numéro. Éléonore. La femme répondit à la deuxième sonnerie, sa voix chaleureuse. J'espérais que vous appelleriez. Vous êtes Angèle, la femme sur la photo avec mon mari. Oui, Robert m'a dit que vous pourriez venir à Claire-Ruisseau un jour. Je suis si contente que vous ayez trouvé votre chemin jusqu'ici. Qui êtes-vous? Comment connaissiez-vous Robert? Il y eut une légère pause. Je pense que cette conversation serait meilleure en personne. Ma boulangerie est juste en ville, rue Pasteur. La boulangerie de la Mie-Dorée. Je ferme à 18h. Pouvez-vous passer? J'ai accepté, la curiosité l'emportant sur ma méfiance initiale. J'avais besoin de réponses et Angèle semblait les avoir. La ville de Claire-Ruisseau était petite mais charmante, avec une rue principale bordée de commerces locaux, décorés pour les fêtes. La boulangerie de la Mie-Dorée était facile à trouver. Ses vitrines étaient embuées par la chaleur intérieure. En poussant la porte, une clochette tinta doucement. L'arôme de pain frais et de cannelle m'enveloppa. Derrière le comptoir se tenait une femme d'une quarantaine d'années, les cheveux sombres tirés en un chignon soigné. La même femme que sur la photo? Éléonore, dit-elle, avec un doux sourire. Je vous reconnaîtrai n'importe où. Robert m'a montré tellement de photos. Elle contourna le comptoir et me tendit la main.
Je suis Angèle Reyes. Nous nous sommes assises à une petite table à l'arrière de la boulangerie maintenant vide, des tasses de thé chaud entre nous. Je dois vous expliquer, commença Angèle. Il y a 15 ans, j'ai été admise à l'hôpital Saint-Louis avec une grave affection cardiaque. Vous étiez mon infirmière. J'ai étudié son visage, essayant de la situer parmi les milliers de patients dont je m'étais occupée. Vous ne vous souvenez probablement pas de moi. Je n'étais qu'une parmi tant d'autres. Mais vous avez remarqué quelque chose d'étrange dans mes symptômes et avez insisté pour que le médecin fasse des tests supplémentaires. Vous m'avez sauvé la vie. Elle prit une gorgée de thé. Quand j'ai récupéré, j'ai déménagé ici pour tout recommencer. Puis, il y a environ 8 mois, Robert est entré dans ma boulangerie. Il a reconnu mon nom grâce à vos histoires. Je ne comprends toujours pas, dis-je. Pourquoi Robert vous a-t-il contacté? L'expression d'Angèle devint sérieuse. Il était inquiet, Éléonore. Il croyait que quelqu'un falsifiait ses médicaments. Il voulait créer un endroit sûr pour vous, loin de Julien, si ses soupçons se révélaient exacts. Vous a-t-il dit qu'il pensait que Julien... Je ne pouvais pas me résoudre à dire le mot. L'empoisonnait? Angèle hocha gravement la tête. Oui, il avait des preuves, des résultats d'un laboratoire qui a analysé ses médicaments. Il m'a donné des copies pour que je les garde en lieu sûr. Elle se pencha sous le comptoir et sortit une enveloppe scellée. Il m'a aussi laissé une clé USB avec des dossiers financiers. Il a dit que Julien détournait de l'argent de l'entreprise depuis des années. Mon cœur se serra. Pourquoi n'est-il pas allé à la police? Il rassemblait plus de preuves et... Angèle hésita. Il ne supportait pas l'idée de détruire votre relation avec votre fils. Il vous aimait trop pour vous faire de la peine de cette façon. Les larmes me montèrent aux yeux. Même dans ces derniers mois, Robert avait essayé de me protéger. Il y a autre chose que vous devriez savoir, continua Angèle. Julien est venu à Claire-Ruisseau il y a environ 1 mois, posant des questions sur une propriété que Robert aurait pu acheter ici. Il semblait désespéré. Une sensation de froid s'installa dans mon estomac. Comment aurait-il même su chercher ici? Je ne sais pas. Mais Robert était suffisamment inquiet pour créer une fiducie spéciale. La ferme et une partie importante de ses actifs sont à votre nom seul, protégés de la portée de Julien. Alors qu'Angèle continuait d'expliquer les détails des arrangements de Robert, mon téléphone vibra avec un SMS. Je jetai un coup d'œil pour voir le nom de Julien. « Maman, nous devons parler de la succession de papa. J'ai trouvé des documents préoccupants. Où loges-tu? Je viendrai te voir. » Quand j'ai ouvert le pilulier de Robert, ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Ce n'étaient pas les médicaments pour le cœur que le docteur Mercier avait prescrits à mon mari. J'avais besoin d'aide, de quelqu'un en qui je pouvais avoir une confiance absolue. Il n'y avait qu'une seule personne qui me venait à l'esprit. Samantha, dite Sam, Walker. Ma plus proche amie de mes années d'infirmière et la personne la plus franche que je connaisse. Je l'ai appelée ce soir-là, depuis la ferme. « Éléonore, tout va bien? Tu as une voix étrange. » La voix familière de Sam était instantanément inquiète. « Sam, j'ai besoin de ton aide. Peux-tu venir à Claire-Ruisseau? C'est à propos de Robert et Julien. » Il n'y eut aucune hésitation. « Envoie-moi l'adresse par SMS. Je serai là demain matin. » Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de penser à l'homme avec qui j'avais été mariée pendant 50 ans. Comment, même dans la mort, il me protégeait encore. Et je pensais à mon fils, le bébé que j'avais bercé dans mes bras, l'enfant que j'avais soigné pendant les fièvres et les peines de cœur. Comment en étions-nous arrivés là? Quand je me suis enfin endormie,
J'ai rêvé de Robert assis en face de moi à notre table de salle à manger, essayant de me dire quelque chose d'important, pendant que Julien se tenait dans l'ombre derrière lui, observant. Je me suis réveillée en sursaut, au bruit de pneus sur le gravier. Par la fenêtre de la chambre, j'ai vu la berline bleue de Sam s'arrêter devant la maison. À 70 ans, Sam était toujours aussi redoutable. Ses cheveux argentés coupés en un carré pratique, sa posture militaire droite alors qu'elle sortait de la voiture. En ouvrant la porte d'entrée, elle m'a enveloppée dans une étreinte serrée. « Tu as une mine affreuse », dit-elle sans détour, se reculant pour examiner mon visage. « Maintenant, raconte-moi tout. » Devant un café à la table de la cuisine, j'ai montré à Sam le journal de Robert, la lettre et les médicaments que j'avais récupérés dans notre salle de bain. Sam, qui avait été administratrice d'hôpital avant sa retraite, a examiné les pilules avec un œil critique. Ce ne sont certainement pas des médicaments cardiaques standards. Nous devrions les faire analyser. Tu me crois? Alors? Que quelque chose ne va pas? L'expression de Sam s'adoucit. Éléonore, j'avais moi-même des inquiétudes concernant le déclin de Robert. Il semblait trop rapide, trop sévère pour sa condition diagnostiquée, mais je ne voulais pas ajouter à ton chagrin avec des soupçons. Pourquoi n'as-tu rien dit? M'aurais-tu cru? Elle tendit la main sur la table et serra la mienne. Tu as toujours vu le meilleur en Julien, même quand le reste d'entre nous a remarqué comment il a changé après avoir épousé Vanessa. J'ai ressenti une pointe de culpabilité. Avais-je été si aveugle? Nous devons être stratégiques, poursuivit Sam. J'ai un cousin qui est avocat à la retraite. Il peut examiner les documents de la fiducie et nous conseiller sur les prochaines étapes. Et je connais un technicien de laboratoire qui peut analyser ces pilules discrètement. Juste à ce moment-là, mon téléphone vibra de nouveau. Un autre SMS de Julien. « Maman, je m'inquiète. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons discuter de questions urgentes concernant le testament de papa. » Sam lut le message par-dessus mon épaule et fronça les sourcils. « Ne réponds pas encore. Découvrons d'abord à quoi nous avons affaire exactement. » Au cours des 2 jours suivants, Sam et moi avons travaillé méthodiquement. Son cousin, Maître Dubois, a confirmé que la fiducie de Robert était blindée. La ferme et un important portefeuille d'investissement étaient à mon nom seul, avec des dispositions explicites empêchant Julien d'y accéder. Plus inquiétant encore, il a découvert que Julien avait tenté de déposer une demande de procuration peu après la mort de Robert, en utilisant ce qui semblait être une signature falsifiée. « Il essayait de prendre le contrôle de vos actifs », a expliqué l'avocat lors de notre appel vidéo. « Mais la fiducie de Robert l'en a empêché. Votre mari a été très minutieux. Pendant ce temps, les résultats de laboratoire sur les médicaments ont confirmé nos pires craintes. Les pilules contenaient un composé qui aggraverait progressivement les symptômes cardiaques, pas assez pour tuer immédiatement, mais suffisant pour détériorer la santé avec le temps. « C'est criminel !» dit Sam, la voix tendue de colère alors que nous examinions le rapport. « Nous devrions aller à la police. » Je regardais par la fenêtre les champs enneigés, le cœur lourd. « Il est toujours mon fils, Sam. Un fils qui a peut-être contribué à la mort de son père et qui te cible maintenant. » Répondit-elle doucement. « Éléonore, je comprends que c'est douloureux, mais tu dois te protéger. » Avant que je puisse répondre, nous avons entendu une voiture approcher. Un SUV noir coûteux que j'ai immédiatement reconnu comme étant celui de Julien. Mon estomac se noua d'angoisse. « Ils m'ont trouvé, » murmurai-je. Sam redressa les épaules. « Bien, il est temps que nous mettions les choses au clair. »« Es-tu prête à affronter ton fils ?» J'ai hoché la tête, bien que mon cœur battait la chamade. « Oui, il est temps pour la vérité. »
Alors que Julien et Vanessa montaient sur le porche, j'ai pris une profonde inspiration. Le moment était venu d'affronter non seulement mon fils, mais aussi les parties de moi-même qui lui avaient permis d'agir ainsi pendant bien trop longtemps. Sam me serra la main de manière rassurante. Souviens-toi de tout ce que nous avons appris. Ne les laisse pas te manipuler. La sonnette retentit, résonnant dans la ferme comme un avertissement. J'ai ouvert la porte pour trouver mon fils debout, sa grande silhouette se découpant sur la lumière de l'après-midi d'hiver. À 45 ans, Julien avait toujours la mâchoire forte de son père et mes yeux noisettes, bien qu'aujourd'hui ses yeux soient plissés de suspicion. À côté de lui se tenait Vanessa, élégante dans un manteau en cachemire couleur camel. Ses cheveux sombres étaient coiffés en un chignon parfait. À 38 ans, elle avait tout d'une directrice de relations. Publiques à succès, pas un cheveu de travers malgré le long trajet. Maman. La voix de Julien tenait un mélange de soulagement et d'irritation. Pourquoi ne nous as-tu pas dit où tu allais? Nous étions morts d'inquiétude. J'ai remarqué qu'il ne m'a pas prise dans ses bras, ni même tendu la main. Vanessa se tenait légèrement derrière lui, son regard calculateur examinant la ferme. Veuillez entrer, dis-je en m'écartant. En entrant, j'ai surpris une lueur de surprise sur le visage de Julien lorsqu'il a aperçu Sam assise dans le salon. Madame Walker, reconnut-il sèchement. Je ne savais pas que vous étiez là. Bonjour Julien, répondit Sam, la voix froide mais polie. Vanessa. Vanessa hocha à peine la tête, son attention se portant déjà sur l'intérieur de la ferme. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, Éléonore? Nous ne savions même pas que tu possédais une propriété ici. Je leur fis signe de s'asseoir. Je ne le savais pas non plus jusqu'à récemment. Robert l'a acheté avant de mourir. Julien resta debout, les mains dans les poches de son coûteux manteau de laine. C'est en fait pour ça que nous sommes là, maman. Il semble y avoir des irrégularités dans la succession de papa dont nous devons discuter. Des irrégularités? Fis-je écho, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Oui, intervint Vanessa, posant une main manucurée sur le bras de Julien. Votre mari a pris des décisions très inhabituelles vers la fin. Nous craignons qu'il n'ait pas eu toute sa tête à cause de ses médicaments. L'ironie de sa déclaration était presque insupportable. J'ai échangé un rapide regard avec Sam. Pourquoi ne pas nous asseoir tous? Suggérai-je. Voudriez-vous du thé ou du café? Nous n'avons pas besoin de rafraîchissement, maman, dit Julien avec impatience. Nous devons régler ce gâchis avec le testament de papa. Il a créé une sorte de fiducie qui bloque l'accès à des actifs importants. Je suis sûre qu'il n'avait pas l'intention de compliquer les choses de cette façon. Je pris place dans le fauteuil en face d'eux. En fait, c'est exactement ce qu'il avait l'intention de faire. L'expression de Julien se durcit. De quoi parles-tu? Robert a été très clair sur ses volontés, dis-je prudemment. Il m'a laissé cette propriété et certains actifs directement, en dehors de la succession familiale. Ça n'a aucun sens, coupa Vanessa. Pourquoi aurait-il fait ça, à moins que quelqu'un ne l'ait influencé? Son regard se posa, accusateur, sur Sam. Sam haussa un sourcil, mais resta silencieuse. Personne ne l'a influencé, répondis-je. En fait, il l'a fait pour me protéger. Te protéger? Se moqua Julien. De quoi? Nous sommes ta famille. Le moment était venu. Je pris une profonde inspiration et regardai mon fils droit dans les yeux. Il voulait me protéger? De toi, Julien. La pièce devint silencieuse. La bouche de Vanessa s'entr'ouvrit légèrement avant qu'elle ne se reprenne. Julien me regarda comme si j'avais soudainement commencé à parler une langue étrangère. « C'est absurde, dit-il finalement, la voix basse.
Pourquoi papa penserait-il que je suis une menace pour toi? Peut-être parce que tu as tenté de déposer une procuration sur mes affaires quelques semaines seulement après ses funérailles, dis-je, en regardant son visage pâlir. En utilisant ce qui semble être une signature falsifiée. Qui t'a dit ça? Demanda Vanessa, son sang-froid commençant à la lâcher. C'est une information publique, intervint Sam. L'avocat d'Éléonore a trouvé le dépôt de dossier. Julien passa une main dans ses cheveux, un geste si réminiscent de Robert que mon cœur se serra. C'était un malentendu. L'avocat a suggéré que ce serait plus simple. Plus simple de prendre le contrôle de mes finances sans que je le sache ou que je donne mon consentement. Interrompis-je, une vie entière de déférence envers mon fils s'effondrant enfin. Tu déformes les choses, dit Vanessa, la voix montant. Nous essayons d'aider. Comme vous avez aidé Robert avec ses médicaments. Les mots sortirent de ma bouche avant que je puisse les retenir. La tête de Julien se releva brusquement. Qu'as-tu dit? Je me levai lentement et me dirigeai vers la table d'appoint où j'avais placé le journal de Robert et le rapport de laboratoire. Ton père tenait un journal dans les mois précédant sa mort. Il soupçonnait que quelqu'un falsifiait ses médicaments pour le cœur. C'est ridicule, dit Julien rapidement. Trop rapidement. Papa devenait paranoïaque vers la fin. Le médecin a dit que cela pouvait être un effet secondaire de sa condition. Est-ce pour cela qu'il a fait analyser ses médicaments de manière indépendante? Je poussai le rapport de laboratoire sur la table basse. Ces résultats montrent que ces pilules étaient mélangées avec un composé qui aggravait ses symptômes cardiaques avec le temps. Vanessa attrapa le papier avant que Julien ne puisse l'atteindre, le parcourant avec des yeux écarquillés. « Cela ne prouve rien, » dit-elle, mais sa voix vacillait légèrement. « Cela prouve que les soupçons de Robert n'étaient pas de la paranoïa, » dit Sam. « Et cela explique pourquoi il a pris des mesures aussi importantes pour protéger les actifs d'Éléonore. » Julien se leva brusquement, faisant les 100 pas vers la fenêtre, le dos tourné, les épaules tendues. « C'est insensé. Qu'est-ce que vous suggérez? Que j'ai essayé de tuer mon propre père? Je ne veux pas le croire, dis-je, ma voix se brisant malgré ma résolution. Mais les preuves sont troublantes, Julien. Les médicaments falsifiés, ta tentative de prendre le contrôle de mes finances, ton intérêt soudain pour une propriété que Robert aurait pu acheter. Il se retourna. De quoi parles-tu? Tu es venu à Claire-Ruisseau il y a 1 mois, dis-je. Tu posais des questions sur une propriété que Robert aurait pu acheter ici. Un éclair de surprise traversa son visage avant qu'il ne maîtrise son expression. Je m'occupais des affaires de papa. Je devais rendre compte de tous les actifs. Tu aurais dû simplement me demander, dis-je doucement. M'aurais-tu parlé de cet endroit? Il fit un geste vers la ferme. Si Robert avait voulu que tu le saches, il te l'aurait dit lui-même. Vanessa, qui avait été inhabituellement silencieuse, se leva soudainement. C'est inutile, Julien. Nous perdons notre temps ici. Elle se tourna vers moi, son masque de politesse complètement disparu. Éléonore, vous êtes clairement confuse et manipulée par votre amie ici. Nous sommes venus par souci. Mais si vous comptez faire des accusations insensées... Ce ne sont pas des accusations, interrompis-je, ma voix plus forte que je ne l'avais jamais utilisée avec elle. Ce sont des questions qui méritent des réponses. Julien semblait partagé, regardant entre sa femme et moi. Pendant un instant, j'ai entrevu quelque chose dans ses yeux. Le doute, peut-être même la culpabilité. Mais ensuite, Vanessa lui toucha le bras et son expression se durcit à nouveau. « Maman, je ne sais pas quelles histoires tu as inventées,
Mais c'est au-delà du ridicule. Papa est mort d'une insuffisance cardiaque. Ses médecins l'ont confirmé. Une insuffisance cardiaque accélérée par ce qui se trouvait dans ses médicaments, intervint Sam. Julien l'ignora, se concentrant uniquement sur moi. Je suis venu ici aujourd'hui pour t'aider. Il y a des implications fiscales et des questions de succession qui nécessitent une attention. Mais si tu vas prendre le parti de conspiration au lieu de ton propre fils, alors je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ressentis une profonde tristesse en le regardant. Cet homme qui avait autrefois été mon doux petit garçon. Où nous étions-nous trompés? La nature exigeante de Robert avait-elle poussé Julien trop loin? Ma surcompensation pour ma dépression postpartum l'avait-elle fait se sentir en droit de tout obtenir sans effort? Il y a encore une chose que tu devrais savoir, dis-je, la voix plus douce. La fiducie que Robert a établie a une disposition spéciale. La majeure partie de sa fortune personnelle ira à des œuvres de charité, à moins que tu ne remplisses certaines conditions. Cela attira leur attention à tous les deux. Vanessa s'avança. Quelles conditions? Tu dois démontrer que tu as pris soin de moi pendant au moins 2 ans. Vraiment pris soin de moi, pas seulement gérer mes finances. L'expression de Julien était illisible. Papa a mis des conditions à mon héritage? Il voulait s'assurer qu'on s'occuperait de moi, dis-je. Il valorisait la loyauté familiale par-dessus tout. Vanessa laissa échapper un rire amer. Alors, nous sommes censés jouer les infirmières pour toi pendant 2 ans pour accéder à ce qui appartient de droit à Julien? C'est de l'extorsion. C'est un père qui essaie de protéger sa femme et d'enseigner à son fils ce qui compte vraiment, rétorqua Sam. La tension dans la pièce était palpable. Julien se tenait figé, son conflit interne évident dans sa mâchoire serrée et ses yeux troublés. « Combien » demanda-t-il finalement. « Combien y a-t-il dans la fiducie » Mon cœur se brisa un peu plus. Même maintenant, c'était sa principale préoccupation. « Assez pour que tu n'aies plus jamais à travailler, » dis-je doucement. « Mais ce n'est pas la question, Julien. » « Alors, quelle est la question, maman ?» Sa voix monta en frustration. « Papa a toujours fait ça, organiser des tests, créer des obstacles à franchir. Même depuis sa tombe, il essaie toujours de tout contrôler. Il essayait de protéger ce qui compte, dis-je. La famille, la loyauté, les valeurs qu'il pensait avoir inculquées. Vanessa tira sur le bras de Julien. Nous n'avons pas besoin de ça. L'entreprise de ton père se porte bien. Nous pouvons contester la fiducie. Trouver un moyen de la contourner. Non, vous ne pouvez pas, dit Sam fermement. La fiducie est blindée. Robert s'en est assuré. Julien me regarda longuement, quelque chose changeant dans son expression. Tu crois vraiment que j'aurais pu faire du mal à papa, n'est-ce pas? La douleur brute dans sa voix faillit briser ma résolution. Je ne veux pas le croire, murmurai-je. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Les médicaments ont été falsifiés, Julien. C'est un fait, pas une théorie. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Dehors, la neige avait recommencé à tomber, de doux flocons dérivant devant les fenêtres. « Nous devrions y aller » dit soudain Vanessa. « Ça ne nous mène nulle part. » Julien hésita, me regardant toujours. Pendant un bref instant, j'ai cru voir le fils dont je me souvenais, vulnérable, incertain. Mais ensuite, son expression se ferma. « Très bien, » dit-il sèchement. « Mais ce n'est pas fini, maman. Le testament, la fiducie, il y a des questions juridiques qui nécessitent des réponses. » Mon avocat s'occupe de tout, dis-je. Si tu as des questions, tu peux les lui adresser. Le rire de Julien fut amer. Alors c'est ça? Après tout, tu me fermes juste la porte au nez? Non,
dis-je doucement. Je demande la vérité. Ses yeux rencontrèrent les miens et, l'espace d'un battement de cœur, je crus qu'il allait craquer, tout me dire. Mais ensuite, Vanessa fut à ses côtés, la main sur son dos, le guidant vers la porte. « Nous vous contacterons, » dit-elle froidement. « Viens, Julien. » Alors qu'il sortait, Julien s'arrêta sur le seuil. Sans se retourner, il dit « J'aimais papa. Tu sais, quoi que tu penses de moi, je n'ai jamais voulu qu'il parte. » La porte se referma derrière eux, avec un léger déclic qui semblait définitif. Sam et moi sommes restés assises en silence pendant plusieurs minutes, écoutant le bruit de leur SUV reculant dans l'allée, les pneus crissant sur la neige et le gravier. « Ça va ?» demanda finalement Sam. Je ne savais pas trop quoi répondre. Est-ce que ça allait? Mon fils, mon unique enfant, venait de partir après que je l'ai essentiellement accusé d'avoir contribué à la mort de son père. Pourtant, je me sentais étrangement calme, comme si un brouillard s'était levé. « Je pense que ça ira, » dis-je. Pour la première fois depuis des années, je vois clair. Sam me serra la main. Julien semblait sincèrement choqué par certaines choses, surtout les résultats du laboratoire. J'ai remarqué ça aussi, admis-je. Mais si ce n'est pas Julien, alors qui? L'expression de Sam était sombre. Je pense que nous connaissons toutes les deux la réponse à cette question. Vanessa. L'idée s'était formée à l'arrière de mon esprit depuis que j'avais vu sa réaction au rapport de laboratoire. Ce scintillement momentané d'alarme avant qu'elle ne se reprenne. Nous avons besoin de plus de preuves, dis-je, avant de porter des accusations. Sam hocha la tête. Je suis d'accord, mais pour l'instant, je pense que tu devrais rester ici, loin de d'eux. Au moins jusqu'à ce que nous comprenions exactement ce qui s'est passé. Cette nuit-là, après que Sam soit allé se coucher dans la chambre d'amis, je me suis assise seule près de la cheminée, le journal de Robert ouvert sur mes genoux. J'ai relu ses entrées, cherchant des indices que j'aurais pu manquer. Ses soupçons s'étaient principalement concentrés sur Julien, mais il y avait des mentions occasionnelles de Vanessa, de ses goûts de luxe, de son influence sur notre fils, de ses questions constantes sur le testament de Robert et l'avenir de l'entreprise. Mon téléphone vibra avec un SMS. Je m'attendais à ce qu'il soit de Julien, peut-être avec plus de demandes ou d'accusations. Au lieu de cela, il venait d'Angèle. Besoin de parler urgemment. Julien et Vanessa sont venus à la boulangerie après être partis de chez vous. Elle posait des questions étranges sur vous et Robert. Soyez prudente, on peut se voir demain matin. Un frisson me parcourut. Que préparait Vanessa maintenant? J'ai répondu rapidement, acceptant de la retrouver à la boulangerie à 9 heures. Puis, j'ai envoyé un message à Sam, qui était juste au bout du couloir, pour la mettre au courant de ce nouveau développement. Le sommeil m'a fui cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de rejouer la confrontation avec Julien et Vanessa, analysant leurs réactions, leurs mots. La dernière phrase de Julien, « J'aimais papa », me hantait. Il y avait une douleur sincère dans sa voix. Était-il possible qu'il dise la vérité, qu'il n'ait pas su pour les médicaments falsifiés? Le lendemain matin, Sam et moi sommes arrivés à la boulangerie de la Mie-Dorée, juste au moment où Angèle déverrouillait la porte d'entrée. Elle nous fit entrer rapidement, jetant un regard nerveux de haut en bas de la rue calme avant de verrouiller la porte derrière nous. « Je ne voulais pas trop en dire par SMS, » expliqua-t-elle, nous conduisant à la même table du fond où nous avions parlé auparavant. « Mais après que Julien et Vanessa soient mis à partie de chez vous hier, ils sont venus ici ensemble ?» demanda Sam. Angèle secoua la tête. « Non, c'est ça qui était étrange. Julien a déposé Vanessa. Elle est entrée seule, posant des questions sur les visites de Robert ici.
Elle voulait savoir à quelle fréquence il venait, de quoi nous parlions. « Que lui avez-vous dit » demandai-je. « Rien d'important. J'ai dit qu'il était un client régulier qui appréciait nos pâtisseries. » Angèle se tordit les mains nerveusement. Mais ensuite, elle a commencé à poser des questions sur vous, Éléonore. Elle voulait savoir si Robert m'avait laissé quelque chose pour vous. Mon souffle se coupa. La clé USB avec les dossiers financiers. J'ai nié, bien sûr, continua Angèle, mais elle ne m'a pas cru. Elle est devenue insistante, a dit qu'il pourrait y avoir une compensation pour ma coopération. Elle a essayé de vous soudoyer ? La voix de Sam était tranchante de colère. Angèle hocha la tête. Quand j'ai refusé, elle est devenue méchante. Elle a dit que les choses pourraient devenir difficiles pour mon commerce si je ne l'aidais pas. C'est une menace à un témoin, marmonna Sam. Témoin de quoi ? Demandai-je. Sam et Angèle échangèrent un regard. Éléonore, dit Sam doucement. Je pense que nous devons envisager la possibilité que Vanessa ait été plus impliquée dans la mort de Robert que nous ne le pensions au départ. Possiblement sans que Julien le sache. L'idée s'installa comme une pierre dans mon estomac. Vous pensez qu'elle a falsifié les médicaments de Robert ? Mais pourquoi ? L'argent, dit simplement Angèle. Robert m'a dit que leurs finances n'étaient pas bonnes. Julien a fait de mauvais investissements et ils sont profondément endettés. C'était une nouvelle pour moi. Julien n'avait jamais mentionné de problème financier. L'aurait-il fait ? Demanda Sam. Il a toujours été fier. Et Vanessa, eh bien, son style de vie n'est pas exactement modeste. Je pensais à leur maison coûteuse, aux vêtements de marque de Vanessa, à leurs vacances de luxe. Tout cela n'avait-il été qu'une façade ? Luttait-il sous la surface de leur vie apparemment parfaite ? Il y a autre chose, dit Angèle avec hésitation. Quand Vanessa est partie, elle a laissé tomber un bout de papier. Je ne suis pas sûre qu'elle s'en soit rendue compte. Elle sortit de la poche de son tablier une note pliée. On dirait que... Eh bien, voyez par vous-même. J'ai déplié le papier. C'était une impression d'instruction pour créer une signature numérique, ainsi que ce qui semblait être une version d'entraînement de ma propre signature. Mon sang se glaça. Elle prévoit de falsifier ma signature. Pourquoi faire ? Demanda Angèle. Ça pourrait être n'importe quoi, répondit Sam d'un ton sinistre. Compte bancaire, transfert de propriété, nouveaux documents de procuration. Nous devons alerter votre avocat, dit Angèle. Et peut-être la police. Je fixai la signature falsifiée, me sentant mal. C'était au-delà de la manipulation financière. C'était un vol d'identité calculé. Il y a encore une chose que vous devriez savoir, dit Angèle, la voix baissant d'un ton. Julien est revenu chercher Vanessa environ 1 heure plus tard. Ils se sont disputés dans la voiture dehors. Je n'ai pas tout entendu, mais Julien semblait contrarié. Il n'arrêtait pas de dire quelque chose comme « aller trop loin » et « ça doit cesser ». Une lueur d'espoir s'alluma dans ma poitrine. Vous pensez qu'il ne fait peut-être pas partie de tout ça ? Ou qu'il a des doutes ? Suggéra Sam avec prudence. Quoi qu'il en soit, cela crée une opportunité. Quel genre d'opportunité ? Demandai-je. De semer la zizanie entre eux, dit Sam. Si Julien n'est pas entièrement d'accord avec ce que Vanessa prépare, nous pourrions peut-être l'atteindre. Je pensais à mon fils, le vrai Julien, pas l'homme froid et distant qu'il était devenu. Le garçon qui avait autrefois veillé toute la nuit sur son projet de science, déterminé à le rendre parfait. L'adolescent qui avait conduit 2 heures pour m'apporter des fleurs pour mon anniversaire quand il était à l'université. Cette personne pouvait-elle encore exister quelque part sous la surface ? Comment l'aborderions-nous ? Demandai-je. Après hier,
Je doute qu'ils prennent mon appel. Nous ne l'abordons pas directement, dit Sam, son esprit travaillant clairement sur le problème. Nous tendons un piège. Donnons à Vanessa exactement ce qu'elle veut, mais d'une manière qui l'expose à Julien. Angèle parut inquiète. N'est-ce pas dangereux? Moins dangereux que d'attendre qu'elle fasse le prochain pas, répondit Sam. Pour l'instant, nous avons l'avantage. Elle ne sait pas que nous sommes au courant. J'ai examiné l'idée. C'était risqué, mais l'alternative était de rester passive pendant que Vanessa continuait ses machinations. Qu'est-ce que tu as en tête, exactement? Demandai-je à Sam. Ses yeux brillaient de détermination. Quelque chose qui montrera à Julien exactement avec qui il s'est marié. Au cours des 2 jours suivants, nous avons préparé notre plan avec soin. Le Samamu, cousin de Sam, l'avocat à la retraite, maître Dubois, nous a aidés à rédiger des documents convaincants, mais finalement sans valeur juridique, qui semblaient donner à Vanessa tout ce qu'elle voulait. L'accès à mes comptes, une procuration, et même un acte de transfert pour la ferme. La clé, expliqua-t-il par appel vidéo, est que ces documents contiennent un vice caché qui les rend juridiquement invalides. Mais c'est assez subtil pour que quelqu'un sans formation juridique ne le remarque pas. Angèle accepta d'être notre intermédiaire. Elle mentionnerait, accidentellement, à Vanessa, que je m'étais renseignée sur la manière de transférer rapidement la propriété parce que j'envisageais de déménager en Floride. Vanessa y verra une opportunité, prédit Sam. Elle vous approchera directement, Éléonore, en essayant d'aider avec la paperasse. La partie la plus difficile fut d'attendre. J'ai passé ces jours à explorer la ferme plus en profondeur, découvrant de petites attentions qui révélaient à quel point Robert m'avait bien connu. De la marque de café que je préférais stocker dans la cuisine à la collection de romans policiers de mes auteurs favoris sur la table de chevet. Dans la petite salle médicale à l'étage, j'ai trouvé une armoire verrouillée. En utilisant les clés que Robert avait laissées, j'ai découvert qu'elle contenait du matériel de diagnostic moderne et des fournitures, tout ce dont j'aurais besoin pour offrir des soins de base aux personnes âgées de cette communauté rurale. Il y avait même une copie encadrée de ma licence d'infirmière que Robert avait apparemment maintenue à jour en mon nom toutes ces années. Cette découverte me fit monter les larmes aux yeux. Alors que je croyais que mes jours d'infirmière étaient loin derrière moi, Robert avait vu un avenir où je pourrais revenir à la profession que j'avais aimée. Le 3e jour après notre confrontation, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Éléonore, c'est Vanessa. Je pense que nous avons mal commencé l'autre jour. Pourrions-nous parler, juste nous deux ?» Sa voix était douce comme du miel. Toutes les traces d'hostilité étaient soigneusement dissimulées. Notre plan fonctionnait. « Bien sûr, Vanessa, » répondis-je, adoptant son ton agréable. Je pensais justement que nous devrions mettre les choses au clair. Merveilleux. En fait, je ne suis pas loin de Claire-Ruisseau. Pourrais-je passer cet après-midi? Le piège était tendu. Maintenant, nous avions juste besoin que Julien soit témoin de ce qui allait se passer. J'ai envoyé un SMS à Sam qui logeait en ville. Elle a répondu « Elle vient cet après-midi. Il est temps de contacter Julien. » Le rôle de Sam était crucial. Elle appellerait Julien sous prétexte de s'inquiéter, suggérant qu'il pourrait vouloir prendre des nouvelles de sa mère et de sa femme. Elle n'accuserait pas Vanessa directement, mais sèmerait suffisamment de doutes pour l'amener à la ferme. En raccrochant mon téléphone, j'ai regardé la photo de Robert sur la cheminée. « J'espère que nous faisons ce qu'il faut », murmurai-je à son image souriante. « J'espère qu'il reste encore quelque chose de notre fils à sauver. » 3 heures plus tard, la Mercedes argentée et élégante de Vanessa s'engagea dans l'allée. Je l'observais depuis la fenêtre vérifier son apparence dans le rétroviseur, appliquer une nouvelle couche de rouge à lèvres
et sortir de la voiture avec un grand sac à main de créateur et ce qui semblait être une bouteille de vin. L'image parfaite de la belle fille attentionnée. Je pris une profonde inspiration, pensant aux appareils d'enregistrement que Sam avait discrètement placés dans le salon. Tout ce que Vanessa dirait serait capturé. J'ouvris la porte avec un sourire étudié. « Vanessa, quel plaisir de te voir. Entre, je t'en prie. » Elle me fit la bise, son parfum coûteux m'enveloppant. « Éléonore, merci de me recevoir. J'ai apporté un bon chardonnay. Je me souviens que c'est ton préféré. » Ce n'était pas le cas, en fait. Je préférais le vin rouge, comme quiconque me connaissant bien s'en souviendrait, mais j'ai accepté la bouteille avec des remerciements. « Je me suis tellement inquiétée pour toi, toute seule ici, » continua Vanessa, me suivant dans le salon. Ses yeux balayaient la pièce, notant chaque détail. Et après notre malentendu de l'autre jour, je me sentais terriblement mal. « C'est de l'histoire ancienne, » dis-je d'un ton léger, lui faisant signe de s'asseoir. « Les désaccords familiaux, ça arrive. » Elle s'assit sur le bord du canapé, sa posture parfaite. Julien voulait venir aussi, mais il avait une réunion importante en ville. Il t'envoie tout son amour. Un autre mensonge. Selon Sam, Julien avait été incrédule quand elle l'avait appelé, insistant sur le fait que Vanessa était à une journée spa avec des amis. « C'est gentil de sa part, » dis-je. « Voudrais-tu du thé, ou devrions-nous ouvrir ce vin ? » « Un thé ira très bien pour l'instant, » dit-elle avec un sourire étudié. « Éléonore, Angèle a mentionné que tu te renseignais sur les transferts de propriété. Penses-tu déjà à vendre cet endroit ? » Pas de faux-semblants. Droit au but. Je devais admirer son efficacité, à défaut d'autre chose. « Pas vendre exactement ?» dis-je, préparant le thé dans la cuisine où elle pouvait encore me voir. « Mais je pense à simplifier les choses. À mon âge, gérer plusieurs propriétés semble inutile. » « Plusieurs propriétés ? » Son intérêt était piqué, comme nous l'avions prévu. « Oui. Apparemment, Robert m'a aussi laissé un appartement en Floride. Je viens de l'apprendre par l'avocat. » C'était l'APA, une propriété fictive valant encore plus que la ferme. « La Floride ? Comme c'est charmant !» s'exclama Vanessa. « L'as-tu déjà visité ? » « Non, tout se passe assez vite. » J'ai apporté le thé sur la table basse. Pour être honnête, toute cette paperasse est accablante. Les procurations, les transferts de propriété. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui puisse m'aider à y voir plus clair. Les yeux de Vanessa brillèrent d'un empressement à peine dissimulé. « Éléonore, je serais ravie de t'aider. Je m'occupe de toute notre paperasse familiale. Julien est nul avec ces choses. Pourquoi ne me montres-tu pas ce sur quoi tu travailles ? Je pourrais peut-être te simplifier les choses. » J'ai hésité, comme si je considérais son offre. « C'est très gentil, mais je ne voudrais pas t'importuner. Ce n'est pas du tout une charge. » Sa voix monta avec enthousiasme. « Nous sommes une famille. Nous devrions nous entraider. » J'ai souri et j'ai pris le dossier que nous avions préparé, rempli de documents truqués. « Eh bien, si tu es sûr… » Au moment où je lui tendais le dossier, j'entendis le bruit de pneus sur le gravier, un deuxième véhicule approchant. Vanessa ne le remarqua pas, déjà absorbée par les papiers devant elle. « Ceci semble assez simple, » dit-elle en parcourant le document de procuration. « Tu as juste besoin de signer ici et ici, » dit-elle en pointant les lignes de signature avec un doigt manucuré. « Je peux servir de témoin ? Tu ne penses pas que Julien devrait les examiner d'abord ? Demandai-je innocemment. Un éclair d'agacement traversa son visage avant que son sourire ne revienne. Oh, il fait confiance à mon jugement sur ces questions. Et vraiment, plus tôt ce sera réglé, mieux ce sera. Les transferts de propriété peuvent prendre du temps.
Je suppose que tu as raison, dis-je, prenant le stylo qu'elle m'offrait. Alors, je signe juste ici? Oui, et tu paraphes chaque page. Vanessa se pencha en avant avec empressement. Ensuite, je pourrai les apporter à notre avocat pour les déposer tout de suite. La porte d'entrée s'ouvrit. Julien se tenait sur le seuil, son expression foudroyante alors qu'il observait la scène. Vanessa planant au-dessus de moi, les documents juridiques étalés sur la table, le stylo dans ma main. Qu'est-ce qui se passe ici? Sa voix était d'un calme mortel. Vanessa se figea, son visage perdant toute couleur. Julien, je pensais que tu avais des réunions toute la journée. Clairement, dit-il froidement, entrant dans la pièce. Sam m'a appelé. Elle a dit que je devrais peut-être venir voir comment les choses se passent ici. Ses yeux tombèrent sur les documents. Qu'est-ce que c'est, Vanessa? Juste de la paperasse. Éléonore a demandé de l'aide, dit-elle rapidement. Rien d'important. Julien traversa la pièce en 3 longues enjambées et s'empara du document de procuration. En le lisant, sa mâchoire se serra. Rien d'important? Fit-il écho. Ceci te donne, pas à moi, pas à nous, mais à toi personnellement, la procuration sur les affaires de ma mère. Il ramassa un autre papier. Et ceci transfère également l'acte de propriété de cet endroit à ton nom. Vanessa se leva, lissant nerveusement sa jupe. Julien, tu te méprends. Éléonore veut simplifier ses affaires. Je l'aidais simplement. En la faisant toute signer à toi? Il se tourna vers moi, son expression un mélange de colère et de confusion. Maman, as-tu demandé ça? Avant que je puisse répondre, Vanessa intervint. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle est dépassée. Julien, j'essayais de l'aider, de nous aider. Nous aider? Le rire de Julien fut amer. De la même manière que tu as aidé papa avec ses médicaments? La pièce devint complètement silencieuse. Le visage de Vanessa se vida du peu de couleur qui lui restait. De quoi parles-tu? Murmura-t-elle. Julien jeta les papiers sur la table basse. J'ai trouvé tes recherches sur les médicaments pour le cœur, Vanessa. Cachés dans le tiroir de ton bureau. Des notes sur les dosages, les effets, ce qui pourrait être détecté dans un rapport de toxicologie. Je regardais mon fils, osant à peine respirer. C'était un développement inattendu. Tu as fouillé dans mes affaires? Le choc de Vanessa cédait la place à l'indignation. Après que Sam ait appelé, je suis devenu curieux. Tu as dit que tu étais au spa avec Jennifer, mais quand je l'ai appelée, elle n'était au courant de rien. La voix de Julien était glaciale. Alors j'ai décidé de jeter un œil. J'ai trouvé des lectures intéressantes. C'était pour un client de relations publiques, dit rapidement Vanessa. Une société pharmaceutique. Ne me mens pas! Le cri de Julien nous fit sursauter tous les deux. Plus maintenant. J'ai aussi parlé à ton assistante. Tu n'as pas de client pharmaceutique. Le sang-froid de Vanessa se brisa complètement. Elle regarda de Julien à moi, puis de nouveau, comme un animal acculé. Tu ne comprends pas, dit-elle, la voix tremblante. Nous avions besoin d'argent. Ton père allait te déshériter complètement. Il me l'a dit lui-même. Alors, tu as décidé d'accélérer sa mort? La voix de Julien se brisa sur le dernier mot. Ce n'était pas censé le tuer, s'écria Vanessa. Juste le rendre assez malade pour qu'il se retire de l'entreprise, pour que tu puisses prendre la relève plus tôt. Elle tendit la main vers le bras de Julien. Je l'ai fait pour nous, pour notre avenir. Il recula de son contact comme s'il s'était brûlé. Pour nous, tu as empoisonné mon père, essayé de voler ma mère. Tout ça pour nous? Tes investissements étaient en train d'échouer, continua-t-elle désespérément. Nous allions tout perdre. J'étais enceinte,
Julien. Je ne pouvais pas laisser ça arriver à notre enfant. Mon souffle se coupa. Enceinte. Julien la regarda, momentanément abasourdi. Qu'as-tu dit? Je suis enceinte, répéta Vanessa, sa main se posant sur son ventre encore plat. De 3 mois? Je l'ai découvert juste avant la mort de Robert. La révélation flotta dans l'air entre eux. Je pouvais voir le conflit sur le visage de Julien, la répulsion pour ce qu'elle avait fait, la confusion face à cette nouvelle information. Même si c'est vrai, dit-il finalement, la voix basse. Ça n'excuse pas ce que tu as fait. L'expression de Vanessa se durcit. Alors c'est ça. Tu les choisis eux plutôt que moi, plutôt que ton enfant. Je choisis ce qui est juste, dit Julien doucement. Pour une fois dans ma vie. Il se tourna vers moi, ses yeux reflétant un trouble que je n'avais pas vu depuis qu'il était un adolescent difficile. Maman, je jure que je ne savais rien de tout ça. Ni des médicaments de papa, ni de ses plans pour toi. Je voulais désespérément le croire. En regardant son expression dévastée, je découvris que c'était le cas. Je te crois, dis-je doucement. Vanessa rit amèrement. Comme c'est touchant. Le fils prodigue est de retour. Elle ramassa son sac à main, ses mouvements vifs de colère. Ce n'est pas fini, Julien, loin de là. Elle se dirigea d'un pas rageur vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil. Quand tu changeras d'avis, et tu le feras, ne t'attends pas à ce que je t'accueille à bras ouverts. La porte claqua derrière elle avec une telle force qu'un cadre photo tomba du mur, le verre se brisant sur le parquet. Julien et moi sommes restés en silence, la photo brisée entre nous, d'une certaine manière symbolique de notre famille fracturée. Je paierai pour tout ce qu'elle a fait, dit-il finalement, la voix creuse. Quoi qu'il en coûte pour arranger ça. Je contournais prudemment le verre brisé et posais une main sur son bras. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Julien? Il baissa les yeux vers moi, ses yeux rougis et épuisés. Honnêtement, je ne sais pas, maman. Je ne sais pas. Dehors, nous entendîmes la voiture de Vanessa démarrer en trombe et dévaler l'allée, projetant des graviers dans son sillage. Elle était partie, mais les dégâts qu'elle avait causés persisteraient bien plus longtemps que sa présence. Julien s'effondra sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Comment n'ai-je rien vu pendant tout ce temps? Je m'assis à côté de lui, maintenant une petite distance, assez proche pour offrir du réconfort, mais respectant le gouffre qui existait encore entre nous. Parfois, nous voyons ce que nous voulons voir, dis-je doucement. Surtout quand il s'agit des gens que nous aimons. Il leva les yeux, son expression brute de chagrin. Papa se doutait vraiment de quelque chose avant de mourir? J'ai hoché la tête lentement. Il tenait un journal. Il a fait analyser ses médicaments. Et il ne m'a jamais confronté. La douleur dans la voix de Julien était palpable. Je pense qu'il ne pouvait pas supporter de le croire, dis-je. Tout comme moi. Julien fixa les papiers éparpillés sur la table basse. J'ai tellement tout gâché, maman. L'entreprise, mon mariage, notre famille. Il n'est pas trop tard pour commencer à réparer les choses, dis-je. Pas pour tout, en tout cas. Il rencontra mon regard, une question dans ses yeux. Ton père est parti, continuai-je doucement. Nous ne pouvons pas changer ça. Mais toi et moi, nous sommes toujours là. Un espoir timide vacilla sur son visage. Après tout ce qui s'est passé, tu me donnerais encore une autre chance? Tu es mon fils, dis-je simplement. Ça n'a pas changé. Pour la première fois depuis des années, je vis une émotion sincère percer la façade soigneusement construite de Julien.
Ses épaules tremblèrent, alors qu'il s'autorisait enfin à pleurer son père, son mariage raté, les années de distance entre nous. J'hésitais seulement un instant avant de me rapprocher, de passer mon bras autour de ses épaules, comme je le faisais quand il était enfant, effrayé par les orages ou déçu par un match de baseball perdu. Alors que la neige tombait doucement dehors, recouvrant clair ruisseau d'un blanc immaculé, je tenais mon fils et je songeais à la longue et difficile route qui nous attendait. Il y aurait des conséquences juridiques à affronter, des vérités à découvrir, une confiance à reconstruire. Mais pour l'instant, ce moment de connexion était suffisant, un fragile commencement au milieu de tant de destruction. Les semaines qui suivirent le départ spectaculaire de Vanessa furent un tourbillon de consultations juridiques, de dépositions à la police et de conversations difficiles. Julien resta à la ferme cette première nuit, dormant dans la chambre d'amis, qui contenait encore des cartons que Robert avait remplis de souvenirs de l'enfance de Julien, des trophées sportifs, des rubans de foire scientifiques et des albums photos que je n'avais pas vus depuis des décennies. Sam retourna chez elle en ville, mais appelait tous les jours. Angèle apportait du pain frais et des pâtisseries, restant pour le thé et offrant la solidarité silencieuse de quelqu'un qui comprenait la perte. Marthe Mercier, ma nouvelle voisine d'en bas de la route, se présenta avec une tourte et resta pour partager des histoires de ses 30 années en tant qu'institutrice. Lentement, je me construisais une communauté à Claire-Ruisseau, quelque chose dont je n'avais pas réalisé le manque dans ma vie d'avant. Julien prit un congé de l'entreprise pharmaceutique, invoquant une urgence familiale. Le conseil d'administration fut compréhensif, surtout après que nous les ayons informés en privé de l'enquête en cours sur la mort de Robert. Les tests préliminaires sur les échantillons de médicaments confirmèrent ce que nous soupçonnions. Un composé qui affaiblirait progressivement la fonction cardiaque avait été ajouté aux pilules de Robert. Lorsque l'inspecteur demanda si nous voulions porter plainte, Julien et moi échangeâmes un long regard par-dessus la table de la cuisine de la ferme. « Elle porte mon enfant », dit-il doucement après que le policier soit sorti pour prendre un appel. « Je sais. » Je tendis la main pour couvrir la sienne. « Mais ce qu'elle a fait à ton père, je ne la défends pas, » précisa Julien, son expression se durcissant. « Ce qu'elle a fait est impardonnable. Mais le bébé complique les choses. » C'était bien le cas. L'enfant, innocent dans tout cela, serait mon petit-enfant, le petit-enfant de Robert. Comment cela affecterait-il cet enfant à naître d'avoir une mère en prison pour la tentative de meurtre de son grand-père? Finalement, nous avons décidé de porter plainte. Les preuves étaient trop substantielles pour être ignorées. Et comme Julien l'a souligné, les actions de Vanessa avaient été calculées et soutenues pendant des mois. Ce n'était pas un simple manque de jugement, mais un plan délibéré. Le procureur était confiant d'avoir un dossier solide, surtout après avoir trouvé des preuves supplémentaires lors d'une perquisition au domicile de Julien et Vanessa, y compris une petite fiole du composé, correspondant à ce qui avait été trouvé dans les médicaments de Robert. Alors que l'hiver s'intensifiait, la ferme devint notre sanctuaire. Julien y passait les week-ends, emballant progressivement ses affaires de la maison de ville qu'il avait partagée avec Vanessa. Il trouva un appartement plus près du siège de l'entreprise et entama la procédure de divorce, que Vanessa contesta vicieusement depuis la maison de ses parents. « Son avocat m'a recontacté, » dit Julien un soir, alors que nous étions assis près de la cheminée. « Elle veut négocier. »« À propos du divorce ?» demandai-je, mettant de côté le roman que je lisais. « À propos de tout. » Il se frotta les tempes, un geste si réminiscent de Robert que mon cœur se serra. Les accusations, le divorce, la garde du bébé. Que veut-elle? Un accord? Elle plaidera coupable pour une accusation moins grave, falsification de médicaments plutôt que tentative de meurtre. En échange, elle veut un règlement financier et la garde partagée une fois le bébé né.
J'ai étudié le visage de mon fils, remarquant les nouvelles rides autour de ses yeux, les fils d'argent dans ses cheveux sombres. À 45 ans, il paraissait soudain plus âgé, las de la trahison et du regret. « Que veux-tu, Julien ?» Il fixa le feu. « Je veux que mon père revienne, » dit-il doucement. « Je veux effacer chaque erreur que j'ai commise au cours de la dernière décennie. Je veux… » Sa voix se brisa. « Je veux être le fils que papa croyait que je pouvais être. » Je me suis assise à côté de lui sur le canapé. « Ton père n'a jamais cessé de croire en toi. Même quand il s'inquiétait du chemin que tu prenais. Il avait de bonnes raisons de s'inquiéter. J'étais tellement concentrée sur le fait de faire mes preuves à l'entreprise, sur la construction de la vie que Vanessa voulait. » Il secoua la tête. J'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, regardant les flammes danser dans la cheminée. Dehors, la neige tombait doucement, ajoutant à la couverture déjà présente sur Clair Ruisseau. « Je pense, » dit finalement Julien, « que je dois dire au procureur que nous ne sommes pas intéressés par un accord. Ce que Vanessa a fait, en essayant de faire du mal à papa, puis en te ciblant, elle doit faire face aux conséquences. » « Et le bébé ?» Une expression douloureuse traversa son visage. « Je demanderai la garde exclusive. Ce ne sera pas facile, mais avec les accusations criminelles contre elle, je pense que c'est possible. » Je lui serrai la main. « Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. » Alors que janvier se transformait en février, je me suis installée dans un nouveau rythme à la ferme. J'ai exploré la petite salle médicale que Robert avait aménagée, faisant l'inventaire des fournitures et de l'équipement. Un après-midi, Marthe est passée alors que j'organisais l'espace. « Vous prévoyez de reprendre du service ?» demanda-t-elle, appuyée contre le cadre de la porte. « Je ne suis pas sûre, » admis-je. « Ma licence est toujours valide. Robert l'a apparemment maintenue à jour, mais cela fait des années que je n'ai pas travaillé avec des patients. » Marthe réfléchit. « Vous savez, nous n'avons pas beaucoup de services médicaux par ici. Le cabinet du médecin le plus proche est à 30 minutes. Beaucoup de personnes âgées à Clair-Ruisseau ont du mal à faire ce trajet, surtout en hiver. » L'embryon d'une idée prit racine. « Vous suggérez que… » « Je pense juste à voix haute, » dit Marthe avec un sourire. « Mais une infirmière en cardiologie à la retraite offrant des bilans de base, des suivis de tension artérielle, des conseils sur la gestion des médicaments, ce serait une véritable bénédiction pour cette communauté. » La pensée était à la fois intimidante et exaltante. Pourrais-je le faire? Recommencer professionnellement à 72 ans? Ce soir-là, j'ai appelé Sam pour discuter de l'idée. « Bien sûr que tu peux le faire, » dit-elle sans hésitation. « Éléonore, tu étais la meilleure infirmière en cardiologie de l'hôpital Saint-Louis. Cette compétence ne disparaît pas comme ça. Mais je suis rouillée, et les protocoles médicaux changent. Alors tu mettras tes connaissances à jour, » interrompit Sam. « Suis des cours de formation continue en ligne. Commence petit, des contrôles de tension, des consultations de bien-être de base. » Robert pensait clairement que tu pouvais le faire, sinon il n'aurait pas aménagé cette pièce. Elle avait raison. Robert avait toujours cru en moi, même quand j'avais cessé de croire en moi-même. Le lendemain, je me suis inscrite à un cours de remise à niveau en ligne pour les infirmières reprenant la pratique. Quand j'ai parlé de mes projets à Julien lors de sa visite du week-end, son visage s'est illuminé du premier vrai sourire que j'avais vu depuis des mois. « Papa serait si fier, » dit-il. « Il a toujours dit que tu étais gâchée en tant que simple femme de PDG. » « Il disait ça ?» J'étais surprise. Julien hocha la tête. Plusieurs fois. Il regrettait que sa carrière ait éclipsé la tienne. Il hésita. « Maman,
J'ai trouvé quelque chose dans le bureau de papa, à la maison de la ville. Je pense que tu devrais la voir. Il sortit un petit livre relié en cuir de son sac de voyage et me le tendit. Ce n'était pas le journal de Robert que j'avais déjà lu, mais quelque chose de différent, de plus ancien. Les pages étaient jaunies par le temps. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je en l'ouvrant avec précaution. « Le journal de papa de l'époque où vous vous êtes rencontrés. » Je l'ai trouvé en emballant ses affaires. Je regardais l'écriture familière, datée de 52 ans plus tôt. Rencontrer la femme la plus extraordinaire aujourd'hui, Eleanor Hayes, infirmière en cardiologie à l'hôpital Saint-Louis. J'étais là pour rendre visite à mon oncle François, après sa crise cardiaque, et elle a patiemment tout expliqué sur son état. Son intelligence, sa compassion, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. J'y retourne demain, même si mon oncle François pensera que je suis soudainement devenu un neveu excessivement dévoué. Les larmes brouillèrent ma vision alors que je tournais les pages, lisant les premières impressions de Robert sur moi, sa nervosité avant notre premier rendez-vous, son admiration pour mon travail à l'hôpital. Éléonore a sauvé un patient aujourd'hui. Le cœur s'est arrêté juste devant elle et elle a réagi sans hésitation. Le médecin était encore en route, mais elle n'a pas attendu. Elle a commencé le massage cardiaque, a appelé le chariot d'urgence, a pris en charge la situation. Quand le médecin est arrivé, elle avait stabilisé le patient. J'ai regardé depuis le couloir, complètement admiratif. Comment ai-je eu autant de chance de trouver quelqu'un de si brillant, de si capable? Je ne savais pas qu'il tenait ces journaux, murmurai-je. Il y en a d'autres, dit Julien. Des boîtes entières. Il a tout documenté. Votre mariage, ma naissance, les vacances en famille. Il y a 50 ans de ses pensées sur toi dans ces journaux, maman. Je fermai le livre, le serrant contre mon cœur. Merci de m'avoir apporté ça. Il y a autre chose, dit Julien avec hésitation. Une lettre que papa m'a écrite, datée d'1 semaine, avant sa mort. Il l'a laissée à son avocat avec instruction de me la donner, si quelque chose lui arrivait. Que disait-elle? Julien prit une profonde inspiration. C'était à propos de toi, sur le fait que je devais m'assurer qu'on s'occupe de toi. Comment il s'inquiétait que j'ai été si concentrée sur ma propre vie que j'avais oublié ce que la famille signifie vraiment. Il détourna le regard, clignant rapidement des yeux. Il avait raison. Nous sommes restés en silence un moment, chacun perdu dans ses pensées sur Robert, l'homme qui avait essayé de nous protéger tous les deux, même d'outre-tombe. J'ai réfléchi, dit finalement Julien, à ce qui se passera une fois que toutes ces affaires juridiques seront réglées. Au bébé. À quoi penses-tu? Demandai-je doucement. Je veux être un bon père, meilleur que je n'ai été un fils. Il rencontra mon regard directement. Et je veux que mon enfant connaisse sa grand-mère. Cette simple déclaration me fit de nouveau monter les larmes aux yeux. J'aimerais beaucoup ça. Alors que l'hiver commençait à relâcher son emprise sur Claire Ruisseau, ma petite pratique médicale prit forme. Marthe fit passer le mot parmi son vaste réseau d'amis et d'anciens élèves. Angèle créa une petite salle d'attente dans un coin inutilisé de sa boulangerie pour les jours où je voyais des patients en ville. Sam m'aida à mettre à jour mes connaissances médicales, me questionnant sur les nouveaux protocoles et médicaments. Mon premier patient fut le frère de Marthe, un postier retraité de 78 ans avec une hypertension mal contrôlée. J'ai vérifié sa tension, examiné ses médicaments et suggéré quelques ajustements à sa routine quotidienne. Rien de complexe, mais il est parti avec une meilleure compréhension de son état et un rendez-vous de suivi programmé. Le bouche à oreille fonctionna rapidement. Bientôt, je voyais 3 ou 4 personnes chaque jour, principalement des résidents âgés atteints de maladies chroniques,
qui appréciait de ne pas avoir à se rendre dans la ville voisine pour des soins de routine. Je coordonnais avec leur médecin traitant, fonctionnant comme une ressource locale plutôt qu'un substitut à des soins médicaux complets. Le travail me donnait un but, une raison de me lever chaque matin au-delà de la simple existence. J'utilisais à nouveau mes compétences, j'aidais les autres, je récupérais l'identité professionnelle que j'avais mise de côté des décennies auparavant. Pendant ce temps, la procédure judiciaire contre Vanessa avançait. Elle a finalement accepté un accord de plaidoyer, une accusation moins grave que la tentative de meurtre, mais suffisamment sérieuse pour entraîner une peine de prison. Dans le cadre de l'accord, elle commencerait sa peine après la naissance du bébé. Julien se lança dans les préparatifs pour la paternité célibataire avec la même intensité qu'il avait autrefois réservée aux acquisitions d'entreprises. Il transforma la deuxième chambre de son appartement en chambre de bébé, assista à des cours de parentalité et lut tous les livres sur le développement de l'enfant qu'il pouvait trouver. « Je n'aurais jamais pensé faire ça seul », a-t-il admis lors d'une de ses visites du week-end. Vanessa et moi avions parlé d'enfants, mais c'était toujours quelque chose pour l'avenir. « Tu n'es pas seul », lui ai-je rappelé. « Tu m'as… » Son sourire était reconnaissant, bien que fatigué. « Je compte sur ça, maman. Je vais avoir besoin de toute l'aide possible. » Fin avril, alors que les arbres autour de la ferme éclataient en tendres feuilles vertes, Sam est venu passer un long week-end. Nous nous sommes assises sur la balançoire du porche, regardant un couple de cardinaux construire un nid dans l'érable. « Tu sembles heureuse ?» observa-t-elle, étudiant mon visage. « Paisible. »« Je le suis », réalisai-je avec une certaine surprise, malgré tout ce qui s'était passé. « Je me sens plus moi-même que je ne l'ai été depuis des années. »« Robert serait content, » dit Sam. « C'est ce qu'il voulait pour toi, une vie qui soit vraiment la tienne. » Je pensais aux journaux que Julien m'avait apportés, à la fierté de Robert pour ma carrière d'infirmière, à son regret que je l'ai mise de côté. Avait-il su, d'une manière ou d'une autre, que je retrouverais mon chemin? Je pense beaucoup à Robert ces derniers temps, admis-je. À notre mariage, au choix que nous avons tous les deux fait. Des regrets? Demanda Sam doucement. Quelques-uns, reconnus-je. J'aurais aimé que nous parlions plus ouvertement. J'aurais aimé ne pas avoir été si prompte à me faire plus petite pour accommoder sa grande vie. Mais je n'échangerai pas les bons moments. Élever Julien, l'amour que nous avons partagé, la vie que nous avons construite ensemble. J'ai fait un geste vers la ferme, le jardin en fleurs. Même ceci, le dernier cadeau de Robert, venait d'un lieu d'amour profond. Sam hocha la tête pensivement. Les meilleurs mariages ne sont pas parfaits. Ils sont juste entre deux personnes qui refusent de renoncer l'une à l'autre. La sagesse de ces paroles m'est restée alors que le printemps s'épanouissait en début d'été. Ma petite pratique continuait de prospérer et je me suis retrouvée à devenir une partie intégrante de la communauté de Claire-Ruisseau. J'ai rejoint le comité de santé du conseil municipal, j'ai assisté à des événements locaux et j'ai même aidé à organiser une foire de la santé au centre communautaire. Julien a appelé un soir de juin, la voix tendue. Vanessa a eu le bébé. Un garçon. Mon souffle se coupa. Est-il en bonne santé? Oui, 3,4 kg. Ils vont bien tous les deux. Une pause. Je suis à l'hôpital maintenant. L'as-tu déjà vu? Pas encore. Je ne savais pas quoi faire, quoi ressentir. Je comprenais ses émotions conflictuelles. Cet enfant était né d'une relation maintenant irrémédiablement brisée, d'une mère qui avait commis des actes terribles. Pourtant, il était aussi un innocent, une nouvelle vie. Le fils de Julien. Va le voir, dis-je doucement. Quels que soient les sentiments compliqués que tu as pour Vanessa,
Cet enfant est le tien. Il mérite de connaître son père dès le tout début. 3 heures plus tard, Julien rappela. Cette fois, sa voix était transformée, remplie d'émerveillement. Maman, il est parfait. De minuscules ongles, une tête pleine de cheveux sombres. Il a enroulé sa main autour de mon doigt et s'est juste accroché. J'ai souri à travers mes larmes. Comment s'appelle-t-il? Une légère hésitation. Je pensais à Robert. Robert Julien Wilson. Le nom du grand-père qu'il ne rencontrerait jamais. C'est parfait, murmurai-je. 2 jours plus tard, Julien amena le petit Robert à la ferme. J'attendais sur le porche, le cœur battant d'anticipation. Lorsque la voiture de Julien s'est engagée dans l'allée, je me suis précipitée en bas des marches, impatiente d'avoir mon premier aperçu de mon petit-fils. Julien est sorti de la voiture, berçant soigneusement un petit paquet enveloppé dans une couverture bleue. Son visage était transformé, le cadre cynique remplacé par un nouveau père émerveillé. « Maman » dit-il doucement en s'approchant du porche. « Voici Robert. » Il a placé le bébé dans mes bras, et j'ai baissé les yeux sur un minuscule visage qui combinait d'une manière ou d'une autre les traits de Julien et de Robert senior. Le même menton déterminé, le même front pensif. Ses yeux étaient du bleu profond de tous les nouveau-nés. Mais j'imaginais qu'il pourrait un jour devenir noisette comme ceux de son père, comme les miens. « Bonjour petit » murmurai-je. « Je suis ta grand-mère. » Comme en réponse, les yeux du bébé s'ouvrirent, me regardant avec ce regard non focalisé de nouveau-né qui semble pourtant regarder droit dans votre âme. Cette nuit-là, Julien est resté à la ferme, le couffin portable installé à côté de son lit. Je me suis réveillée à 2 heures du matin au son des pleurs affamés du bébé, suivi des murmures doux de Julien alors qu'il préparait un biberon dans la cuisine. Je les ai trouvés dans le salon, Julien dans le rocking-chair que j'avais placé près de la fenêtre, le petit Robert niché dans le creux de son bras pendant qu'il prenait son biberon. « Désolé si on t'a réveillé, » dit Julien en levant les yeux. « Ne le sois pas. » Je me suis assise sur le canapé, les regardant. Je me souviens de cet été au milieu de la nuit avec toi. Ton père te promenait dans le salon pendant des heures quand tu avais des coliques. Julien parut surpris. Papa faisait ça? Oh, oui. Il était merveilleux avec toi quand tu étais bébé. Il disait que c'était le seul moment où tu étais complètement immobile, quand tu dormais sur sa poitrine. Une ombre traversa le visage de Julien. J'aimerais avoir plus de souvenirs comme ça avec lui. Quelque part en chemin, nous nous sommes juste perdus de vue. Vous étiez plus semblables que vous ne le réalisiez tous les deux, dis-je doucement. Tous les deux têtus, tous les deux déterminés à faire les choses à votre manière. Je ne veux pas faire les mêmes erreurs avec mon fils, dit Julien, regardant le bébé. Je veux qu'il sache toujours à quel point je l'aime, à quel point je suis fière de lui, peu importe le chemin qu'il choisit. Tu y arriveras, l'assurai-je. Tu es déjà un père merveilleux. Alors que l'été s'épanouissait à Clair-Ruisseau, nos vies s'installèrent dans un nouveau schéma. Julien loua une petite maison en ville, assez proche pour faire la navette jusqu'à la ville pour le travail, mais lui permettant de faire partie de la communauté où son fils grandirait. Vanessa commença à purger sa peine, ayant accepté les conditions de Julien pour la garde exclusive, avec des visites supervisées après sa libération. Ma pratique médicale continua de prospérer, avec Marthe servant maintenant de secrétaire non officielle pour les rendez-vous et de liaison communautaire. La boulangerie d'Angèle devint un centre social où je rencontrais souvent des patients de manière informelle, répondant à leurs préoccupations autour d'un café et de pâtisserie. Sam rendait visite fréquemment, apportant des revues médicales et des nouvelles de nos anciens collègues de l'hôpital Saint-Louis.
Un soir de fin juillet, je me suis assise seule sur le porche alors que le crépuscule tombait sur les champs. Les lucioles commençaient tout juste à apparaître, leur douce lumière clignotant parmi les hautes herbes. Au loin, je pouvais entendre la fanfare municipale répétée sur la place du village, leur musique flottant sur la brise chaude de l'été. Je pensais à Robert, me demandant ce qu'il penserait de nos vies maintenant. Serait-il content de la communauté que j'avais trouvée? De la transformation de Julien en un père dévoué? De mon retour aux soins infirmiers, même à une échelle modeste? J'ai fermé les yeux, l'imaginant à côté de moi sur la balançoire du porche, sa main chaude dans la mienne comme elle l'avait été pendant 50 ans. « Nous allons bien, Robert, » murmurai-je à l'air du soir. « Tu peux reposer en paix. Nous avons trouvé notre chemin. » Le lendemain matin, je me suis réveillée au son de portières de voiture se fermant. En regardant par la fenêtre de ma chambre, j'ai vu la voiture de Julien dans l'allée. Le petit Robert dans son siège auto, et Sam et Angèle déchargeant ce qui semblait être des sacs de course. Marthe arriva quelques instants plus tard, portant un grand plat à gratin. Confuse, je me suis précipitée en bas et j'ai ouvert la porte d'entrée. « Que se passe-t-il » demandai-je alors qu'ils montaient tous sur le porche. Julien sourit, le sourire insouciant de sa jeunesse revenant temporairement. « Nous faisons une fête. »« Une fête ? Pourquoi ?»« Ton anniversaire, Éléonore, » dit Angèle, comme si c'était évident. J'ai cligné des yeux, surprise. Avec tout ce qui s'était passé, j'avais complètement oublié mon propre anniversaire. « Nous avons pensé que tu méritais une vraie célébration, » expliqua Sam, portant ses sacs dans la cuisine. 73 ans, c'est un chiffre important, après tout. Vraiment ? Dis-je en riant, les suivant à l'intérieur. Absolument, déclara Marthe. C'est l'âge où des femmes remarquables comme vous ont une seconde chance. Pendant qu'ils s'affairaient dans la cuisine, préparant ce qui allait clairement être un déjeuner élaboré, je tenais le petit Robert, qui me regardait avec des yeux de plus en plus alertes. À 3 mois, il montrait déjà des signes de la détermination des Wilson, se concentrant intensément sur les visages, saisissant les jouets avec détermination, observant tout avec une attention curieuse. « Ton grand-père t'aurait adoré, » lui dis-je doucement. « Il t'aurait appris les sciences et la médecine, t'aurait emmené pêcher au lac, t'aurait montré comment identifier chaque constellation dans le ciel nocturne. » Le bébé gazouilla en réponse, sa minuscule main s'enroulant autour de mon doigt avec une force surprenante. Plus tard, alors que nous étions tous réunis autour de la table à manger que Robert avait choisie avec tant de soin pour la ferme, j'ai regardé les visages qui m'entouraient. Julien, Sam, Angèle, Marthe, le petit Robert dans son siège portable. Pas la famille que je m'attendais à avoir à ce stade de ma vie, mais une famille, néanmoins. Avant de manger, dit Julien en levant son verre. J'aimerais porter un toast. À maman, qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour reconstruire ce qui est brisé, pour récupérer ce qui est perdu, pour devenir la personne que l'on était censé être. À Éléonore, répétèrent les autres en levant leurs verres, alors que le soleil de l'après-midi entrait à flots par les fenêtres, réchauffant le bois poli de la table et illuminant les visages de ceux que j'avais appris à aimer. Je ressentis un profond sentiment de gratitude. Pour la prévoyance de Robert en créant ce sanctuaire, pour les amis qui étaient devenus une famille, pour la sagesse durement acquise de mon fils, pour le minuscule petit-fils qui représentait notre avenir. Et pour la femme que j'avais redécouverte en moi-même, l'infirmière, l'amie, la mère, la survivante, la femme qui avait trouvé sa voie et son but quand elle s'y attendait le moins. Merci à tous, dis-je, la voix stable et sûre, de m'avoir aidé à retrouver mon chemin. Ce soir-là,
Après que tout le monde soit parti et que la maison soit de nouveau silencieuse, j'ai emporté le journal de Robert sur la balançoire du porche, l'ouvrant à la dernière entrée. J'ai relu ces derniers mots écrits pour moi. 2 décembre. La fiducie pour Éléonore est finalisée. La ferme est prête. J'ai demandé à Angèle de veiller sur Éléonore si quelque chose m'arrivait. Je devrais tout dire à Éléonore, mais je ne supporte pas de détruire sa relation avec Julien. Peut-être suis-je un lâche, ou peut-être que j'essaie de la protéger une dernière fois. Si je me trompe sur tout ça, elle n'aura jamais besoin de savoir. Mais si j'ai raison, l'entrée s'arrêtait là, inachevée comme tant de choses dans la vie. Mais contrairement à avant, sa nature inachevée ne ressemblait plus à une blessure ouverte. Au lieu de cela, elle semblait être une invitation à écrire le chapitre suivant moi-même, à continuer l'histoire de ma propre main. J'ai fermé le journal et j'ai regardé les lucioles danser au-dessus des champs, leur lumière clignotant comme des étoiles tombées sur terre. De la ville venait le son lointain de la fanfare municipale, jouant son dernier morceau de la soirée. Les notes claires et douces dans l'air d'été. L'avenir s'étendait devant moi, incertain dans ses détails, mais riche de possibilités. J'avais beaucoup perdu, c'était vrai. Mais j'avais aussi trouvé plus que je ne l'aurais jamais espéré. Une force que je ne savais pas posséder. Une communauté qui valorisait ce que je pouvais offrir. Une seconde chance avec mon fils et le cadeau précieux d'un petit-fils à aimer. Comme Robert l'avait écrit il y a si longtemps, il est temps que tu te mettes en premier. Enfin, je comprenais ce qu'il voulait dire. Pas de l'égoïsme, mais de l'estime de soi. Pas de l'isolement, mais de l'indépendance. Pas une fin, mais un commencement. Et alors que la première étoile apparaissait dans le ciel qui s'assombrissait, j'ai fait une promesse silencieuse. À Robert, à Julien, au petit Robert, et surtout à moi-même. Cette fois, je vivrai la vie selon mes propres termes. Cette fois, je me tiendrai fièrement dans ma propre lumière. Cette fois, j'écrirai ma propre histoire.